Mesdames, messieurs, bienvenue à Sportneuf Laval, votre émission sportive lavalloise. Je suis votre animatrice, Sarah Bibeau, et je suis accompagnée de... Michel Hogg. Le co-animateur. Et aujourd'hui, on parle avec Éric Gauthier, le coordonnateur du programme de hockey au Collège de Tendre. Bonjour, Éric. Bonjour. Comment ça va? Très, très bien. Très content d'être ici. Bien, on est très content que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Okay. On va parler du nouveau programme de hockey au Collège de Tendre. Notre thématique de la semaine, parce qu'à chaque semaine, on a une thématique, mais cette semaine, on a la chance de t'avoir dans les deux blocs. Donc, dans un premier temps, on va parler avec vous des obstacles d'un nouveau programme. Lorsqu'on développe un nouveau programme sport-études, quels sont les obstacles qu'on rencontre? Et dans un deuxième temps, on va aborder les réalités un petit peu plus au niveau scolaire. Oui. Donc, pour débuter, bien, Michel, je te laisse donner le coup d'envoi. Oui, je pense que dans la perspective où on met en place un programme, souvent, on a une idée de vers quoi on veut aller. Oui. Là, le programme a 3-4 ans, je pense, d'existence. Oui. Donc, est-ce qu'on est proche de ce qu'on s'était fixé? Est-ce qu'on a connu des obstacles? Comment on a solutionné ces problématiques-là? Très bonne question. Et en passant, ce qui est important, on va toujours avoir des obstacles. On a une clientèle qui est les parents, hein, les parents qui paient pour un programme de hockey là, au Collège Le Tendre. Donc, on doit les rendre heureux. Et en même temps, on a l'athlète aussi. Donc, on doit donner un service à l'athlète et s'assurer qu'il y a un bon programme. Donc, ce qui est important dans les obstacles, c'est d'essayer de ne pas répéter les erreurs 2 ou 3 fois et d'apprendre durant le départ d'un nouveau programme. Je pense qu'on va faire des erreurs. On va avoir des obstacles, mais comment on réagit, et c'est de rester positif et de prendre des leçons de ces choses-là, et après ça, de bâtir à partir de ce moment-là. Le plus grand obstacle, évidemment, c'est d'obtenir des heures de glace. Il faut que l'athlète puisse pratiquer son sport. Il faut qu'il soit mis en place où il peut se développer comme athlète, se développer autant ses habiletés sur glace et hors glace. Donc ça, c'est un premier défi, je pense, qu'on doit régler dès le début de l'année, dès le 4 août, lorsqu'on est rentré en place. Les premières journées, les premiers courriels qu'on a, c'est de voir qu'est-ce qu'on a comme heures de glace, combien d'équipes on a en place, combien d'athlètes qu'on doit avoir dans chacune des équipes et de s'assurer qu'on a le bon nombre d'heures de glace disponibles. Et ça, c'est le plus grand défi qu'on a en début d'année. C'est un défi qui revient justement annuellement. C'est quelque chose qui doit être travaillé annuellement. Au niveau de la réalité lavalloise aussi, je pense que c'est vraiment un élément important. On manque de glace, on manque d'heures de glace. Je pense que c'est très en demande. Il y a énormément d'équipes de hockey. Donc, comment est-ce que la procédure s'effectue pour, par exemple, réserver du temps de glace pour dire ça va être nous autres, telle fin de semaine? On doit travailler en collaboration avec les gens qui sont déjà là en place. Okay. On n'a pas le choix. Et c'est tant mieux comme ça aussi. Je pense que pour tout le monde, c'est tant mieux comme ça. Donc, il y a Hockey Laval qu'on va approcher, qu'on va négocier avec eux des heures de glace. Eux doivent garder des heures de glace pour le hockey civil qui existe déjà en place, qui a déjà des blocs d'heures qui sont là. Nous, par la suite, on arrive avec des propositions. Faut pas oublier non plus qu'on est en dehors des heures d'école. Nous aussi. Donc, on ne doit pas chercher des heures de glace nécessairement entre, exemple, 8 heures et 3 heures. Donc, on a les matins, qui est quand même disponible. Donc, on a eu des bonnes solutions. Moi et Sébastien Archambault, qui est le responsable de tous les sports compétitifs au Collège Le Tendre. On a travaillé extrêmement fort en début d'année pour trouver des heures de glace et de trouver des solutions. Et une des solutions qu'on a trouvées, c'est le matin. Donc, de 6h30 à 7h30 le matin. D'avoir ces heures-là disponibles. Et il y avait de la disponibilité. Okay. C'est très rare que Hockey Laval, avec le hockey civil, vont pratiquer le matin très tôt. La semaine, le matin très tôt. Les fins de semaine, évidemment, oui, mais pas la semaine. Donc, on était capable d'aller chercher énormément d'heures là. Et ce qui a répondu énormément à nos besoins. Et en gardant quelques heures l'après-midi. Et aussi d'aller voir des endroits un peu plus privés qu'on appelle là, dans notre domaine, comme l'Aréna Guimont, par exemple, où on était négocié le centre... Le complexe Guimont, c'est exactement. Ça, le nouveau centre? On était chercher des petites glaces, là. Donc, c'est pas une grande glace comme on voit dans les arénas, mais il y a beaucoup de techniques individuelles qui peuvent être pratiquées sur les petites glaces. On pense au développement. Tu parlais du développement au niveau sportif. Ça prend pas nécessairement la grande glace pour faire des exercices ou développer. Des petits ateliers. Effectivement. C'est certain que tout le collectif va être beaucoup plus facile sur une grande glace, mais toutes les techniques individuelles qu'on appelle
dans le domaine du hockey, et même les tactiques individuelles, donc les passes, le patin, des choses comme ça, les pivots, les lancers, peuvent se faire ces petits glaces. Et l'athlète aime beaucoup ça, et l'entraîneur aime beaucoup ça aussi, parce qu'il est très proche des athlètes. Il n'y a pas besoin de crier très fort, il voit tout. Bon, l'athlète, des fois, il aime moins ça, évidemment, que l'entraîneur voit tout. Mais en général, c'est très apprécié. Et également, au Collège Le Tendre, on a la chance d'avoir 5 gymnases. Okay. Donc, il y a le hors-glace également. Et là, c'est beaucoup plus facile à négocier parce qu'on est chez nous, on est à l'interne. Donc, on a le hors-glace. On a également un préparateur physique également. On a un gym, excusez l'expression, mon centre d'entraînement dans le collège où on a un préparateur physique. Et également, on a l'accès à des classes pour faire du vidéo. Donc, c'est un programme qui est très... Notre défi cette année, il n'était pas seulement de faire un programme hockey et de les faire jouer au hockey. On voulait leur apprendre à jouer au hockey. C'est un athlète, et comme tout athlète dans tous les sports, doit connaître son sport. Et le côté théorie, pour nous, était important également. Donc, on pense que le mental, le cérébral et le moteur, donc le corps, doit être inclus dans le programme. Donc, vous vouliez former des athlètes complets. Exactement. Mais parlons au début, on avait parlé de la clientèle, cette clientèle qui sont les parents, les étudiants. Est-ce que c'est une clientèle difficile? Je vais être honnête avec vous, si vous me le permettez. Le hockey, au Québec, on sait l'importance que ça a. Oui. Et on dit souvent que c'est pratiquement une religion. C'est une religion, en effet. Et puis, pour être dans le hockey depuis 20 quelques années là, maintenant, là, ça fait très longtemps, avant même d'avoir des enfants, je suis dans le hockey. Donc, c'est une clientèle qui est difficile, mais du bon côté, dans le sens qu'elle est exigeante, dans le sens qu'elle est... La plupart des gens connaissent un peu le hockey. Souvent, un parent que l'enfant va vouloir développer un sport qui est inconnu aux parents, mais souvent, il est moins difficile ou il va poser moins de questions parce que c'est nouveau pour le parent aussi. Le hockey, bien, tout bon père a suivi le hockey, même les mamans maintenant suivent beaucoup le hockey. Et encore une fois, il y a un coût aussi à rattacher à ça. Et comme tout le monde, lorsqu'il paye un service, il s'attend d'avoir une satisfaction. Mais je vous dirais qu'en général, honnêtement, les gens sont très satisfaits du programme qu'on a ici. Et il y a également l'aspect académique. Donc, on va aborder ça tout à l'heure. On doit arrêter pour l'instant, mais Éric, on se retrouve un petit peu plus tard dans l'émission pour aborder l'autre volet. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci. Bonjour, mon nom est Roberta Argolo et voici les nouvelles du sport. Le boxeur lavallois David Lemieux va affronter l'Américain Gabriel Rosado le 6 décembre prochain au Barclays Center de Brooklyn à New York. Lemieux fera la finale d'un programme triple présenté sur les ondes du réseau américain HBO. Ça sera la première fois que le champion des poids moyens de la NABF se combattra à l'extérieur du Canada et il tient à démontrer son grand talent dans le but d'obtenir un combat de champion du monde. Il a une fiche de 32 victoires, 2 défaites et 30 KO, sans oublier sa grande victoire contre Fernando Guerrero qui a impressionné les amateurs de boxe. Tandis que son rival, Gabriel Rosado, a une fiche de 21 victoires, 8 défaites et 13 KO. Nous voulons souhaiter bonne chance à David Lemieux pour ce grand combat. Bonjour. Alors, cette semaine, je vais essayer de faire un peu de ménage dans les termes qui décrivent notre profession. Donc, diététiste, nutritionniste, on entend aussi toutes sortes d'appellations, diététicienne. Alors, je me fais poser la question très souvent. En fait, les gens sont mêlés. Voilà, je démystifie ceci pour vous aujourd'hui. Alors, en fait, comme diététiste, je peux m'appeler nutritionniste. Les deux sont le même terme qui décrit la même profession. Alors, pour être nutritionniste ou diététiste, il faut faire partie de l'ordre professionnel des nutritionnistes, bien sûr, mais il faut aussi avoir un diplôme universitaire. Alors, sans diplôme universitaire et sans les stages en milieu hospitalier, on ne peut pas porter ce titre-là. Alors, l'ordre va finalement nous s'assurer que les règles sont respectées, comme n'importe quel autre professionnel de la santé. Il y a un code de déontologie au même titre que les médecins, et c'est ce qui assure la protection du public. Donc, il y a aussi diététicienne, hein, on entend ça. Mais les diététiciennes ici, il n'y en a pas comme tel. C'est un terme qui vient d'Europe, parce que là-bas, les techniciennes en diététique, qui ont un diplôme de niveau collégial, sont en fait appelées des diététiciennes. Et les nutritionnistes de l'Europe, comme en France, sont des médecins spécialisés en nutrition. Et même s'ils viendraient ici avec leur diplôme, ils ne pourraient pas non plus être membres de notre ordre professionnel de diététistes nutritionnistes ici. C'est des façons différentes, finalement, de diviser les professions dans ces pays-là.
Alors, il y a aussi des conseillers en alimentation, toutes sortes de gens qui parlent de nutrition sans nécessairement avoir les études. Alors, ces gens-là vont peut-être venir et vous dire, OK, prenez tel ou tel produit, prenez tel ou tel supplément. Qu'est-ce qui différencie ces gens-là, finalement, ou qu'est-ce qui fait qu'une nutritionniste fait vraiment les choses en fonction de votre intérêt? Alors, la nutritionniste ne peut pas vous vendre de produits. Hein? En fait, son but, c'est que vous n'ayez pas besoin de produits. Son seul outil de travail, c'est son évaluation. Un nutritionniste, quand vous allez dans son bureau, elle vous demande ce que vous mangez, elle prend le temps de bien analyser, vous demande aussi comment vous le mangez. Elle tient en compte tout l'ensemble de votre personne. Donc, on a des outils assez précis pour pouvoir bien quantifier tout ce que vous mangez et pouvoir faire une analyse complète. On est tenu de faire des notes au dossier. On doit tout analyser. On a des logiciels spéciaux pour ça aussi. Alors, quand on vous conseille, et oui, peut-être on va vous recommander un supplément à certains égards, mais on ne fera jamais de la vente. On va peut-être vous donner 1 ou 2 marques. Si c'est pour vous aider, on doit avoir validé que ce conseil-là est pertinent pour vous. Et on doit aussi, effectivement, s'assurer que vous allez être capable d'intégrer ces changements-là. Alors, il y a toute, finalement, une démarche qui fait que ça prend du temps à changer ses habitudes. C'est pas quelque chose comme on vient voir un nutritionniste une fois, puis notre vie est changée. Hein. Comme un chiro, un physio, quand on va voir ces professionnels-là, on s'attend à ce que notre corps prenne un peu de temps à s'adapter. C'est la même chose parce que la nutrition, c'est très global. C'est pas juste ce qu'on mange, c'est comment on mange aussi. Alors, les nutritionnistes s'efforcent de vous aider à intégrer et à rester motivé. Et pas seulement juste à vous donner un produit qui est peut-être simple, c'est rassurant. Hein? On sait qu'on prend ça, on a l'impression que ça change des choses dans notre corps, c'est immédiat. Mais à long terme, est-ce que c'est vraiment un investissement vers le futur? Est-ce que vous avez vraiment rétabli l'équilibre alimentaire de votre alimentation? Ça, c'est pas certain. Alors, la semaine prochaine, je vous parle justement d'un aspect plus global de l'alimentation, qui est la faim et la satiété. Alors, des petits trucs comme ça pour vous aider finalement à mieux vous situer là-dessus. Et puis, peut-être que vous allez... On va essayer de voir ensemble finalement que la nutrition, justement, c'est pas juste ce qu'il y a dans l'assiette, c'est beaucoup notre attitude, c'est comment on peut l'intégrer, puis c'est comment on se sent là-dedans aussi. Alors, merci. La Fédération de soccer du Québec a tenu son 3e gala Méritas Tapis Rouge devant plus de 750 personnes le 18 octobre au complexe sportif Bois-de-Boulogne. 4 représentants de Laval ont remporté des prix lors de ce gala, organisé en collaboration avec la Ligue de soccer élite du Québec et la Première Ligue de soccer du Québec. Voici nos grands gagnants. Yazid Aboudkar du club Chemedé des moins de 14 ans avec le titre de Ballon d'argent. Badreddine Boulajoul du club de Monteuil des moins de 17 ans masculin avec le soulier d'or pour le meilleur compteur. L'officiel Lies Arfa pour l'arbitre de l'année et Alexandre Giuliani des Étoiles de l'Est en senior masculin avec le titre d'entraîneur par excellence. Bravo à tous et nous sommes fiers de vous. De retour en studio avec notre invité de la semaine, Éric Gauthier, le coordonnateur du programme hockey au Collège Le Tendre. Et comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, la thématique qu'on aurait aimé aborder en deuxième temps, c'est la partie études dans la composition sport-études. Donc, Michel, je te laisse prendre le relais. Donc, oui, parce que tu mentionnais, Éric, tantôt, tu es dans l'optique de développer des athlètes complets. Je pense qu'il y a une dualité à avoir au niveau du sport et des études. Comment... On doit regarder aussi à long terme l'individu, parce qu'avant d'être un athlète, on a des jeunes garçons, des jeunes filles devant soi. Donc, comment est-ce qu'on jongle avec ces deux éléments-là? Mais premièrement, j'aimerais dire dès le départ que le fait qu'on a un programme hockey, ça l'aide déjà pour les études. Souvent, à l'école, on dit souvent entre nous, c'est beaucoup plus fait pour les filles que les gars. Souvent, on a cette perception-là. On a cette perception-là. Les garçons ont besoin de motivation et je pense que d'avoir un bon programme hockey, ça l'aide également pour les études. Donc, oui, je vais vous dire comment que nous, on aide dans notre programme pour que l'étude se passe bien, mais le fait que le programme est déjà là en place, déjà là, il y a un... À la base, il y a une motivation. Effectivement. Il y a beaucoup d'athlètes qui vont venir et travailler fort. D'ailleurs, la Ligue RSEQ, le réseau de sport-études du Québec, va également exiger une moyenne, donc de 66 %. Donc, on dit en 70 là, pour faire un chiffron. Et on va s'assurer, nous, pour garder nos athlètes, que l'athlète garde cette moyenne-là. Donc, on a des gens en place également. Et je pourrais vous dire qu'une des premières choses qu'on met en place, c'est une collaboration directe entre
les acteurs du programme, donc les gens qui sont là en place, dont moi, un lien direct avec les enseignants. OK. Donc, il y a une communication qui se fait également, à savoir que dès qu'il y a une problématique, eh bien, on est au courant. Donc, on peut parler avec l'athlète. On peut également passer du temps avec lui. On peut lui donner des ressources également durant le dîner ou après la classe. On disait tantôt que c'est pas un sport-études, donc c'est un parascolaire. Donc, avec les pratiques ou les blocs après les classes, on a aussi des périodes qu'on appelle des salles d'études, où il y a des gens sur place qui vont aider et il y a une communication avec la dame qui est là ou la personne qui est là dans la salle d'études et les enseignants. Il y a des communications également, des formulaires, à savoir, bon, est-ce que tel athlète a des difficultés en mathématiques, par exemple, en français. Donc, durant les salles d'études, bien, la personne va aller s'informer comment ça va. Va lui demander c'est quoi ses devoirs, de lui montrer un peu le cheminement. Un soutien académique. Il y a vraiment un soutien académique qui est là, sur place. Et c'est important pour les deux parties, autant pour l'athlète que pour nous. Parce que si l'athlète ne va pas bien, mais notre programme, éventuellement, ne va pas bien aller également. On va être obligé de changer les athlètes régulièrement et tout ça. Et ça ne sera pas un athlète complet. On est dans le réseau scolaire, donc il faut les préparer aussi pour le collégial, l'universitaire. Je disais souvent la blague à des... parce qu'on parlait tantôt du monde du hockey, hein, et à des parents, durant la porte ouverte qu'il y a eu au Collège Le Tendre, il y avait, je pourrais vous dire honnêtement, que la table hockey était qui avait la plus grande ligne de filet. Oh, oui. Et puis, souvent, je disais aux parents, et ils appréciaient un peu, je le disais avec humour, mais vos enfants ont beaucoup plus de chances d'aller au cégep que dans la Ligue nationale. Donc, pourquoi pas déjà les préparer, d'être dans un encadrement propice à ça, qui comprennent un peu le cheminement, comment ça se passe. Oui. Donc, il y a des outils, il y a des ressources, il y a des gens qui vont justement soutenir le développement académique. Oui. Est-ce que c'est une préoccupation au niveau du coordonnateur ou des entraîneurs d'avoir justement des athlètes qui ont des difficultés au niveau scolaire? Comment est-ce que... Parce que moi, je dis toujours, quand j'ai un athlète devant moi, j'ai aussi un étudiant, donc j'ai aussi le fils de quelqu'un. Donc, de gérer les réalités familiales, de gérer les réalités scolaires. Donc, comment est-ce que on peut un peu compartimenter mais nous, rôles? Premièrement, c'est d'être conscient, justement, premièrement, de ce que vous venez de mentionner là. Ça, c'est déjà un bon départ de l'entraîneur. D'être conscient qu'il ne reçoit pas l'athlète et là, il est comme isolé de la vie de l'athlète. Là. Donc, il va le développer de son côté hockey parce qu'il est engagé pour ça, puis on l'a mis en place pour ça. Mais il doit être conscient que l'athlète vient de passer une journée à l'école, vient peut-être avec des problèmes à l'école, vient peut-être également des problèmes à la maison, peu importe. Et l'entraîneur, un coach, un vrai coach, doit prendre en considération ces choses-là et d'être un soutien pour son athlète. Okay. Et aussi de travailler en collaboration, comme je disais tantôt, avec tous les acteurs autour de l'athlète qui dans un seul but, c'est de le développer, comme on disait tantôt. Et en passant, nous, on va toujours soutenir les décisions de l'école. Exemple, on va en tournoi très bientôt. Là. Je pense que durant l'émission, on va être diffusé. On est en tournoi présentement à Gatineau avec notre équipe cadet et juvénile. Et si jamais il y avait un problème académique avec une reprise d'examen ou peu importe, ou que l'enseignant doit garder l'élève, c'est la priorité. Donc l'école va toujours demeurer la priorité. Les études vont toujours demeurer la priorité. Et je pense que c'est comme ça que ça doit être aussi. Donc oui, c'est un sport-études, mais c'est vraiment l'école qui prend la plus grande partie majoritaire. Mais est-ce qu'on pourrait faire la distinction entre le sport-études et le parascolaire? Parce que c'est totalement deux choses différentes. Bien, la chose qui est plus facile à faire la distinction, c'est qu'il n'y a pas de bloc d'heures d'école retiré pour que l'athlète pratique son sport. Donc, c'est en dehors des heures prévues d'école. Ça, c'est pour le parascolaire. Exactement, pour le parascolaire. Comme quelqu'un va aller faire de l'impro ou du théâtre en parascolaire, c'est la même chose. Il faut le penser de la même façon. Un sport-études, c'est un programme ministériel dans lequel il y a une école qui a été choisie pour avoir un sport-études et que durant les heures d'école, l'athlète va aller pratiquer son sport. C'est la principale différence. Oui. Puis comme tu dis, c'est pas nécessairement la réalité du Collège Le Tendre. On est plus dans une structure parascolaire. Exactement. Où justement, on mentionnait un peu plus tôt là, les glaces ou les pratiques qui se font le matin. Et j'aimerais mentionner également que dans la plupart des écoles qui ont le sport-études, ils ont ce qu'on appelle dans le monde du hockey la structure intégrée.
où est-ce que, de toute façon, le civil est là également avec le Midget 3, Midget Espoir, tous les Pee-Wee, Bantam 3A et 2A. Donc, ces écoles-là ont une structure très différente de la nôtre. Nous, c'est vraiment un collège dans lequel il y a un parascolaire et hockey qui permet la pratique. Oui, on a 3 équipes cette année. Okay. Et puis, vite, en terminant, est-ce que les filles aussi sont incluses dans cette équipe-là ou c'est seulement... Oui, je suis content que vous posiez la question, puis c'est normal que vous voulez me poser cette question-là. Oui, moi, j'aimerais ça, là, jouer effectivement. Dans cette équipe-là. Oui, on a une fille, d'ailleurs, en cadet division 1, qui est la gardienne de but. Elle est très, très bonne, en plus, Alexandra. Et oui, ils sont la bienvenue. Durant la journée porte ouverte que je disais tantôt, il y avait des mamans qui se demandaient également pour si les filles pouvaient participer. Oui, parce qu'on n'a pas encore le hockey féminin. Donc, tant longtemps qu'on n'aura pas le hockey féminin, c'est mix. Peut-être un jour, on aura hockey masculin et féminin, mais pour l'instant, on a les deux. Oui. Bien, merci beaucoup, Éric. Ça fait très plaisir. Ça nous a fait plaisir à nous aussi. Merci. Au plaisir. Au football, les Sabercats de la Rive-Nord sont les champions du calendrier régulier de la Ligue de football junior du Québec avec une saison parfaite de 8 victoires en 8 parties. Depuis le début de la saison, la défensive de l'équipe n'a pas cessé de nous impressionner avec un seul touché accordé à ses rivaux en 8 rencontres. Les autres points marqués par l'adversaire ont été faits à la suite de placements, revirements et de touchés sur des retours de beauté contre les unités spéciales. Leur autre objectif de cette année est de remporter pour une 4e saison la Coupe Pistilli, emblème de la suprématie du football junior. Nous vous souhaitons de remporter la Coupe et félicitations pour votre belle saison. Alors, cette semaine, on regarde l'équilibre entre les sports et les études. Deux thématiques ou deux éléments qui peuvent représenter des passions chez les athlètes. Donc, d'essayer de voir comment est-ce qu'on jongle ça ou comment est-ce qu'on peut définir le succès à l'intérieur de ça. Est-ce que je suis un bon sportif, donc un bon athlète, un bon joueur de hockey dans notre sport de la semaine, ou est-ce que je suis un bon étudiant? Donc, ce que ça m'indique, c'est qu'au niveau de la définition du succès, c'est une définition qui est personnelle. Chacun va avoir une idée de ce que c'est pour lui le succès. Est-ce que ça va être un athlète qui va justement savoir qu'éventuellement, il veut se diriger vers des études en génie ou des études en médecine, ou va se diriger vraiment vers une carrière sportive professionnelle? Donc, le succès doit en quelque sorte se définir par soi-même. Il n'y a pas à dire, par exemple, que le sport reste une excellente école de vie. À l'intérieur de notre pratique sportive, à l'intérieur d'activités scolaires, parascolaires, sportives, on va aller chercher nécessairement des éléments qui vont nous suivre toute notre vie. Que ce soit au niveau de la discipline, que ce soit au niveau de développer notre personnalité, notre patience, de développer des habiletés comme la résilience, comme la définition de définir nos objectifs, la motivation. Donc, c'est tous des éléments qui, à travers notre sport, vont nécessairement nous suivre le restant de notre vie. Donc, oui, je pense que c'est possible de combiner, de jumeler ces deux éléments-là, mais c'est aussi important, justement, de faire en sorte que je ne dois pas uniquement me définir par les médailles ou par des réussites scolaires, mais le succès, je dois moi-même me le définir, moi-même me l'approprier. Est-ce que c'est ce qui va m'amener à me fixer des objectifs? C'est ce qui va m'amener à regarder vers le futur, à me programmer, à me progresser. Donc, je vais rester en lien avec mes valeurs. Je vais me définir comme individu. Je vais me rapprocher de mes convictions. Donc, en quelque sorte, plus je vais être en mesure de définir ce que représente pour moi le succès, je vais être en mesure de me motiver à l'atteindre. Et un des livres qui est ici, « Succeed on Your Own Terms », présente justement ces éléments-là. Comment il est important de se connaître comme individu, de savoir quelles sont nos forces, quels sont nos éléments sur lesquels on peut travailler. Il faut rester fidèle à nos convictions, en quelque sorte. Dans le succès, ce n'est pas nécessairement de réussir à tout prix. Donc, essayez de regarder plutôt ce que j'ai été capable d'atteindre ou été capable de réaliser et non pas porter trop d'attention à ce que je n'ai pas réussi à faire. En quelque sorte,
je performe uniquement pour moi. Je ne performe pas pour la galerie, je ne performe pas pour les foules, je ne performe pas pour mon entourage immédiat. Le succès, c'est moi qui me l'approprie, c'est moi qui me le définis. Donc, en quelque sorte, plus je vais travailler sur ces éléments-là, plus je vais définir quel est le succès pour moi, plus je vais être en mesure d'être motivé, d'avancer et de progresser là-dedans. Donc, vous êtes intéressé à avoir nos conseils au niveau de la préparation mentale, on vous invite à vous inscrire à notre infolette. Visitez notre site www.cmpcoaching.ca. Au hockey, après un début de saison difficile, l'Armada de Blainville-Boisbriand a remporté les 4 dernières parties. Leur entraîneur-chef Joël Bouchard a affirmé qu'il y a plusieurs raisons à leur succès. Le retour du capitaine Daniel Walcott a sans aucun doute aidé l'équipe. Le fait que les joueurs prennent davantage d'expérience avec plus de temps de jeu les a aidés également. Et finalement, les changements apportés à leur pratique avec des simulations de situations de jeu leur ont donné plus de confiance en eux. Bravo à toute l'équipe pour vos belles victoires et nous espérons que la saison continuera de bien aller. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Sport Neuf Laval pour la semaine. On remercie notre chroniqueuse nutrition Marie-France Lalancette ainsi que notre lectrice de nouvelles Roberta Arguello. Moi, je te remercie, Michel, pour ta chronique. Merci à toi, Sarah. Ça m'a fait plaisir. Et puis, en terminant, n'oubliez pas d'aller répondre à notre question sur notre compte Twitter à Sport Neuf Laval, sport avec un S. Et je vous lance la question de la semaine. Par quel moyen est-il possible d'équilibrer la relation entre les études et le sport? Un sport qui peut être parfois notre passion. Et toi, Michel, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense que ce qui est important, c'est de l'encadrement. Dans l'environnement dans lequel on va pratiquer notre sport et faire nos études. Si on est capable d'avoir une structure où le suivi ou les communications entre les différents intervenants sont bien organisées, je pense que ça va nous permettre à ce moment-là de jumeler notre passion à nos études. Puis toi, Sarah? Moi, tu vois, je pense que le sport peut être une source de grande motivation parfois parce que l'école, ça peut être moins motivant. Donc, juste en sachant qu'on a des pratiques, en sachant qu'on va retrouver notre équipe, ça nous permet de se motiver, ça nous permet aussi de se discipliner. Donc, je pense que c'est important d'avoir... C'est vrai, c'est intéressant. Oui, c'est important d'avoir cette discipline-là, mais aussi cette dynamique entre les deux aspects, puisque la vie, c'est un tout. Hein? C'est pas seulement faire un sport ou seulement étudier. Donc, je pense que c'est d'apprendre à jumeler un peu des deux. Parfait. Mais ça, c'est notre opinion. Donc, on veut savoir le vôtre. N'oubliez pas d'aller répondre à notre question et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.